Dans la vie, quelquefois, il faut choisir la guerre. Oui, la guerre contre ceux qui s'opposent à votre croissance. La guerre contre ceux qui vous minimisent. La guerre contre ceux qui doutent de vos capacités. La guerre contre ceux qui ne veulent pas vous payer votre argent. L'argent que vous méritez après avoir bossé. La guerre contre ceux qui vous manquent de respect. La guerre contre ceux qui pensent avoir un respect automatique sans avoir investi. La guerre contre ceux qui minimisent vos capacités de réaction. Quelquefois, il faut la guerre pour trouver la paix. Donc, quelquefois dans la vie, vous savez, il faudrait être prêt à aller à la guerre pour retrouver le respect, retrouver le minimum de considération. La Russie a fourni au Burkina Faso un laboratoire mobile. Congratulations. Bravo. On parlera du Burkina Faso autant que possible parce que ce sont des gens qui clairement montrent qu'ils sont prêts à aller à la guerre. La guerre contre le capitalisme effréné, la guerre contre le néocolonialisme, la guerre contre l'appui sur les Africains, sur leur tête, pour pas qu'ils avancent et progressent. Mais c'est une guerre organisée. Vous savez, généralement en Afrique, beaucoup de gens prennent le pouvoir ou veulent commencer un mouvement positif. Mais très vite, après avoir acquis le pouvoir, changent de casaque. Ils changent leur direction, ils deviennent oppresseurs. Les mêmes personnes qui pleurnichaient autrefois disant « Nous sommes sous l'oppression, sous une dictature effrénée », deviennent eux-mêmes pires que ces dictateurs qu'ils critiquaient dans le passé. Au Burkina Faso, la Russie a accepté de fournir un laboratoire mobile anti-épidémique capable de diagnostiquer plus de 20 maladies infectieuses. Pigamakofi. Yeah, Pigamakofi, c'est ça le développement. Le développement, c'est pas seulement dans la bouche. Oh, voilà, non. Le développement, c'est dans les faits et ça avance. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents parce qu'il y a beaucoup ici que je découvre qui n'aiment pas Traoré. On s'en fout. On continue. Cette machine est capable de détecter plusieurs maladies infectieuses, y compris des agents pathogènes à haut risque. Cela fait partie d'une initiative plus large de santé publique menée par la Russie en Afrique, coordonnée par Rospotrebnadzor, l'agence russe de protection de consommateurs et de surveillance sanitaire. Donc, le Burkina Faso a reçu ce laboratoire mobile. Ce n'est pas une maison, parce que voilà, avec une maison, on peut pas se déplacer. C'est un laboratoire mobile. C'est un peu comme les missiles antiaériens qu'ils ont là, les S-400, machin. Ce n'est pas figé quelque part. On peut cogner et puis les déplacer, les cacher. Pour éviter des frappes retour, et même pour ce laboratoire, ce n'est pas figé, ce n'est pas fixé. En cas de difficulté, ça pourrait permettre au Burkina Faso de bouger d'un endroit à un autre pour aller tester, pour aller faire des recherches. Ces laboratoires, évidemment, sont conçus pour fonctionner à partir des véhicules ou des tentes, ce qui permet leur déploiement dans des zones reculées ou mal desservies, avec facilité. Au rendement, ils peuvent effectuer jusqu'à 2000 tests par jour, 2000 tests, les amis. Avec une capacité de diagnostic couvrant plus de 20 maladies. Ebola, Marburg, la dengue, la fièvre de Lassa, entre autres. Alors, il y a plusieurs avantages dans cette histoire. Les laboratoires mobiles peuvent être déployés en quelques heures ou quelques jours au lieu de dépendre de l'envoi d'échantillons vers les capitales ou l'étranger. Ces laboratoires peuvent être déployés à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. Vous savez, l'Afrique a vécu beaucoup d'histoires très négatives. Je ne sais pas si vous en souvenez, au Libéria, il y avait à un moment, Monrovia, à un moment donné, un médecin américain, un blanc, était atteint de l'Ebola. À l'époque où l'Ebola était gracieusement tueuse. Un médecin américain a contracté le virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Comment a-t-il survécu? Il a survécu après que les États-Unis eurent envoyé un avion. Après avoir reçu un traitement expérimental et envoyé aux États-Unis. Il a été pris en charge à l'hôpital universitaire de Maury à Atlanta, en Georgie. Je m'en souviens très bien. Dans l'une des rares unités de confinement biologique spécialisées du pays. Le monsieur a reçu des médicaments expérimentaux appelés... Alors, ce médicament n'avait encore jamais été testé sur l'homme, d'après eux. Les États-Unis d'Amérique, à l'époque, avaient dit qu'il n'y avait pas de, comment vous appelez ça, de médicaments contre Ebola. Parce que l'Ebola prenait des vies. Les gens tombaient en Afrique comme des mouches. Il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas d'antidote. Ça n'existait pas. Mais curieusement, quand monsieur l'Américain, Dr. Kent Brantley, est tombé malade, atteint d'Ebola, on a dépêché l'avion d'urgence pour aller le chercher. On l'a pris à Monrovia. Avion bien équipé, évidemment. Avion était oxygéné, Avion était bouché, bloqué, bien équipé. On voyait monsieur aux États-Unis pour recouvrir. Quelques jours plus tard, on a entendu que le monsieur était guéri. Pendant qu'il y avait des gens qui tombaient régulièrement à Monrovia. Alors, n'est-ce pas une belle histoire de voir le Burkina Faso soutiller comme ça? Et surtout que la Russie comprend. Il faut se poser la question, pourquoi la Russie envoie ces histoires en Afrique? Pourquoi les Russes envoient ces laboratoires en Afrique? Savent-ils quelque chose que nous ne connaissons pas? Bonne interrogation.
Qu'est-ce qui risque d'arriver? Que eux comprennent déjà que les Africains peut-être ne comprennent. On a vu ce qui s'est passé pendant la Covid. Tout le monde était obligé de regarder vers l'Europe ou les États-Unis espérant voir une solution à Covid, n'est-ce pas? Au départ, Covid, c'était pour les Européens et les Américains et la Chine. Les Africains n'étaient pas atteints. Mais à partir du moment où ça a commencé, quand les Européens sont rentrés en Afrique, ou certains sont venus en Afrique, les gens ont tremblé comme pas possible parce qu'on espérait qu'il y aurait des vaccins. Les gens étaient prenants. Je pense que les gens de la RDC, comment vous appelez ça? Il y a un docteur là en RDC qui dit la RDC sera candidate pour les tests les vaccins, les tests là. Les gens ont dit monsieur, c'est un fou. Pendant que toute l'Afrique refuse, il y avait une vidéo en ligne où on disait il faut aller tester. Pourquoi on ne peut pas tester les vaccins en Afrique? Vous vous en souvenez? Et il y a un médecin chef de la République démocratique du Congo qui dit la RDC est disponible, candidate, envoyer les vaccins qui n'ont pas été testés, pendant que les Zambiens disent il faudrait qu'on envoie ces vaccins évidemment pour qu'ils soient évalués en laboratoire en Afrique par des Africains. Un médecin congolais de la RDC qui dit nous sommes candidats, envoyez-nous machin. Aïe aïe aïe. Bon, continuons. Ceci, évidemment, va réduire la dépendance à l'aide extérieure. Ok, on n'a plus besoin d'envoyer les histoires en France. C'est comme ça les pays colonisés par la France. Elle est partie en France, elle est malade. Elle a la tuberculose osseuse, elle est en France. Quoi, c'est Ceci va apporter une amélioration du contrôle des données sanitaires, c'est-à-dire les données sanitaires appartiennent au pays. Quand on vous vaccine, d'ailleurs, les données sont là-bas. Ce ne sont pas vos données à vous. Cette histoire est une forme d'affirmation de la souveraineté nationale en matière de santé publique. Donc le Burkina Faso reprend tout ce qui lui appartient en termes de santé. L'agence russe Rospotradebonzor, j'ai tué le nom là, bizarre, forme actuellement les épidémiologistes et techniciens de laboratoires africains. Donc ils sont pas seulement en train de vous envoyer des histoires, ils sont aussi en train d'entraîner, de former, de capabiliser les Africains sur place pour prendre soin d'eux-mêmes. Les autorités burkinabées, évidemment, sont très contents, y compris les virologues, les experts techniques ont accueilli favorablement ces laboratoires comme un moyen de rompre avec la dépendance historique vis-à-vis des partenaires occidentaux. Il faut toujours avoir plusieurs moyens, en tout cas pas moins de 2. S'il n'y a qu'un seul moyen, ça sera des... Ouais. Voilà pourquoi certaines personnes disent qu'il faut avoir plusieurs femmes. Quand il n'y en a qu'une seule, elle devient très impolie et difficile. Non, je plaisante. Rospotrebnazor a récemment informé l'Ouganda. Sa disponibilité a été dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques et des mesures anti-épidémiques contre les maladies des virus tels que Ebola du Soudan du Sud. Vous savez, l'Ouganda est souvent très frappé. On ne sait pas pourquoi. L'Ouganda et la RDC. Très frappé par l'Ebola, le sida, tout ça. Et récemment, il y a eu beaucoup de outbreaks. Alors la Russie a proposé à l'Ouganda, on peut venir faire des investigations pour ça. Ah oui, il y a des possibilités, des gens qui jettent des trucs dans l'eau, vous buvez sans le comprendre. Trucs comme les Ebola et tout le bazar sont gardés dans des laboratoires P4. Je sais que beaucoup n'ont jamais entendu parler de ça. Faites des recherches. Laboratoire P4, c'est quoi? Ce sont des laboratoires très dangereux. Là-bas, on garde des éléments les plus létals du monde en termes de biologie et microbiologie. Et normalement, ça doit être signalé sur le plan international. Sur Internet, on doit savoir, si vous regardez, il y a une liste qui montre où se trouvent les laboratoires P4. Moi, je suis parti dans un pays africain ici récemment. J'ai vu la fiche, on a écrit laboratoire P4. Mais officiellement, si vous regardez dans le lien où on indique où se trouvent les laboratoires P4, où c'est répertorié, cet endroit n'est pas répertorié. C'est-à-dire qu'ils ont fait usage de cet endroit en Afrique de manière illicite, sans que les locaux ne comprennent qu'il y a un laboratoire P4 ici. Ce n'est pas loin dans le pays des Grands Lacs. Il y a un laboratoire P4, c'est-à-dire à partir de ce laboratoire, on peut déclencher une épidémie facilement, sans que les gens ne comprennent que ça commence ici. Oh, c'est une maladie bizarre. Non, il y a un laboratoire P4, vous ne le savez pas. En résumé, ces laboratoires mobiles anti-épidémiques aideront les pays africains en détectant plus rapidement les épidémies, en formant des spécialistes locaux, en élargissant la capacité de dépistage, en réduisant la dépendance aux systèmes occidentaux et en soutenant la surveillance des maladies à l'échelle nationale et régionale. Congratulations. Burkina Faso n'est pas votre ami. Le Burkina Faso n'est pas votre ami. Vous êtes peut-être africain, mais vous n'êtes pas les mêmes. Désolé. L'Union européenne vient d'accuser l'Iran d'exécuter des gens en Europe et ailleurs, c'est-à-dire d'envoyer des services secrets pour aller exécuter des gens. Et c'est inacceptable. Ils veulent l'accuser. L'Iran a dit, mais écoutez, non, on ne fait pas ces histoires-là, c'est votre spécialité. On en parlera prochainement. Félicitations au Burkina Faso dans ce qui se passe, le pays des hommes intègres. C'est très encourageant pour l'Afrique de voir ça. L'Algérie vient de révoquer l'accès privilégié aux aéroports et aux ports. Accès privilégié révoqué aux aéroports et aux ports. À qui? Aux diplomates français actuellement. Incroyable. Il y a montée de tension entre l'Algérie et la France. On revoque l'accès privilégié aux diplomates. Généralement, vous vous posez la question de savoir... Les diplomates, généralement, quand ils arrivent dans un pays, ils ont beaucoup d'avantages, okay, beaucoup de privilèges. Mais dans ce cas, l'Algérie vient de révoquer ces privilèges des diplomates français. Et on verra tout de suite de quoi il s'agit.
Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît de faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Merci. On y va. Le respect est important. On va voir ce que c'est. Cette mesure de représailles est faite après que Paris ait décidé de restreindre les déplacements des diplomates algériens en France. Donc, Paris a restreint les déplacements des diplomates en France. Et à cause de ça, l'Algérie vient de dire désormais, nous aussi, on va vous punir en révoquant votre accès privilégié aux aéroports et aux ports algériens. Le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué que sur une base de principe de réciprocité, nous retirons toutes les cartes d'accès privilégiées aux membres du personnel de l'ambassade de France en Algérie. Alors, c'est quoi ces cartes? Ce sont des documents officiels délivrés par le ministère des Affaires étrangères du pays hôte. Donc, le pays hôte délivre des cartes. Et ces cartes sont remises au personnel de l'ambassade ou au personnel consulaire et à leur famille. D'accord? Ce sont des cartes de privilèges. Elles confèrent plusieurs avantages techniques. Par exemple, immunité diplomatique. Quand on a cette carte spéciale, c'est pour démontrer son immunité diplomatique. Il y a aussi exonération fiscale. C'est-à-dire vous ne payez pas les taxes. Immunité diplomatique, je n'expliquerai pas, c'est aussi simple. Il y a eu beaucoup de cas ici où les diplomates ont cogné quelqu'un. J'ai vu dans un pays ici, je pense que c'est au Burundi, cogner quelqu'un, tout ça. Mais bon, on n'a pas poursuivi le monsieur parce que c'est un diplomate. La personne est morte. Bref, c'est ça le pouvoir qu'ils ont. Ils ne payent pas les taxes. Il y a aussi la liberté de circulation. Il y a aussi procédure douanière simplifiée. Donc, dans les accès, par exemple, de zones sécurisées, dans les aéroports, comme les files VIP des aéroports ou des bâtiments gouvernementaux, une personne ayant cette carte peut facilement entrer. Alors l'Algérie a décidé niet. Alors comme je disais précédemment, ils ont dit que c'était en réciprocité parce que la France a fait. Encore on parle de respect là. La France a fait quelque chose à l'Algérie et c'est la raison pour laquelle l'Algérie réagit. La France a publié une liste, les amis, une liste de 800 personnalités algériennes politiques, administratives et militaires. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit désormais, ils sont interdits d'entrer dans le territoire français. Vous n'entrerez plus, sauf s'ils disposent d'un document officiel valide, par exemple, ordre de mission. Alors l'Algérie dit, mais comment vous avez bloqué nos gens comme ça? Vous, à cause du droit de Nez, c'est pour ça que vous pouvez faire ça. Je vous rappelle ici que l'Algérie a été colonisée par la France. Donc normalement, comme beaucoup de pays afro-francophones, ils devraient avoir une bonne relation. Mais ce n'est pas le cas parce que la colonisation française en Algérie a été très brutale. On a tabassé, tué, meurtri, violé les femmes comme pas possible. D'ailleurs, avant la libération totale de l'Algérie, après la Deuxième Guerre mondiale, après l'acquisition de la bombe atomique par les États-Unis et l'Angleterre, la France voulait aussi une bombe atomique. Les États-Unis n'étaient pas pour cette histoire, ils ne voulaient pas donner la technologie à la France. Parce qu'ils disaient, si vous avez besoin de protection, on vous offrira la protection. Mais le général de Gaulle n'était pas tout à fait d'accord. La France a commencé ses propres démarches d'acquérir des bombes atomiques. Et ils ont eu besoin de faire des exercices, évidemment. Et ces exercices, ces tentatives, ces explosions, se sont faits où, d'après vous? En Algérie. On a explosé plusieurs endroits, plusieurs sites souterrains. Et à la fin, ça fait beaucoup de dégâts. Maintenant, plusieurs années plus tard, l'Algérie n'a jamais donné la liste des sites où ils ont fait leurs essais nucléaires. Parce que vous le savez, après explosion nucléaire, il y a des effets, des répercussions, des choses qui arrivent sur des humains. Alors dans ce cas, il faut répertorier où est-ce qu'on a fait ces explosions pour éviter la présence humaine, de peur qu'il y ait des dégâts physiques. Et l'Algérie a demandé à maintes reprises que la France donne cette liste de sites où on a fait ces essais. Ils n'ont jamais donné ça aux Algériens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui arrivent. Ça, ce n'est que pour parler du passé. Alors, ce qu'on sait, évidemment, ici, il y a plusieurs choses. Mais on va essayer de tirer certains points essentiels. Le premier, c'est l'expulsion diplomatique après un scandale d'enlèvement. En effet, en avril 2025, 3 ressortissants algériens, dont un employé du consulat d'Algérie à Créteil, ont été arrêtés en France. Pourquoi? Pour enlèvement et détention arbitraire de Amir Boukour. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amir Boukour, c'est un monsieur algérien vivant en France depuis très longtemps, critique du gouvernement algérien qui racontait beaucoup d'histoires sur le président, qui dévoilait beaucoup de moments de dépenses illicites et injustifiées du gouvernement ou des membres du gouvernement algérien, des diplomates, dans des salles de Gucci, de Louis Vuitton, les choses complètement absurdes. Il a dénoncé ces histoires. Et apparemment, il était recherché par le gouvernement algérien. Et ils ont fait de demandes de transfert. La France a refusé de le faire. Et comme la France a refusé de le faire, ils ont essayé de kidnapper le monsieur, le renvoyant en Algérie de force. C'était pour lui offrir des gâteaux, on se pose la question, pour l'interrogation. Apparemment, il y a eu quelques véhicules de police. Apparemment, quelques véhicules de police ont arrêté le monsieur. Il s'est arrêté, c'était après qu'il découvrit que c'était pas la police. Ça, c'était un coup de haut niveau. Se servait de la voiture de police française pour enlever un monsieur. Pendant l'enlèvement, il y a eu complications. Ils étaient en incapacité pour quelconque raison de l'emmener en Algérie. Et c'est après investigation qu'on découvrira qu'il y a
a un diplomate reconnu de l'ambassade de l'Algérie en France qui faisait partie de cette histoire. Et on l'a expulsé. C'était un choc, c'était incroyable. Nous savons aussi qu'entre l'Algérie et la France, il y a un grand désaccord, un grand désaccord diplomatique qui est nourri par la position de la France sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est là, a été colonisé ou protectorat espagnol jusqu'en 1975. L'Espagne se retire. Le Maroc décide de vouloir prendre l'emprise du Sahara occidental et faire partie du Maroc parce qu'il pense que le Sahara occidental devrait faire partie du Maroc. Le Sahara occidental, en tout cas une petite partie, ne voulait pas faire partie du Maroc. Et c'est là qu'ils se sont levés pour se battre. Et avec ça, ça a été très difficile. Et la France a soutenu le plan d'autonomie du Maroc. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. La France a pris part pour le Maroc, tandis que l'Algérie milite pour le référendum d'autodétermination soutenu par le Front Polisario qu'elle a pris. Donc, les rebelles, ce qui sont perçus comme rebelles au Sahara occidental, sont soutenus par l'Algérie. Pour le reste, le Maroc. Donc, les Marocains et les Algériens, ils ne s'aiment pas trop, en effet. C'est ça. Il y a aussi eu un moment où la France a expulsé 120 ressortissants algériens, sous obligation de quitter le territoire français. Et l'Algérie a rejeté de revoir ou d'accepter ces demandes. Il a dit non, on ne rejette pas les gens comme ça, on n'accepte pas. Ils ne doivent pas être ici, ils doivent rester en France. Donc la France a rejeté des gens, voulu expulser des gens qu'ils ont considérés algériens. L'Algérie a refusé. Pourquoi? L'Algérie a refusé d'accueillir des personnes sans lien réel avec l'Algérie. C'est-à-dire il y a des gens parmi eux qui sont nés en France, ils ont connu toute leur vie en France. Donc 98% de leur vie a été vécue en France. 2% nulle part ailleurs. Comment ils vont rentrer en Algérie? Pour être où? L'Algérie dit ces citoyens sont binationaux ou ont perdu la nationalité algérienne. Elle estime qu'elle ne doit pas prendre en charge des personnes condamnées et enfin des gens condamnés pour des délits en France. Ouais, voilà pourquoi on vous dit que vous ne pouvez jamais vraiment devenir français. Vous allez en France, vous commettez un délit, on vous rappelle petit, tu es sénégalais, il faut rentrer là-bas. Même si tu es... L'Algérie a dit non, on peut prendre ces gens ici, on ne les prendra pas. Ils ont commis des délits en France et alors là que vous vous rappelez qu'ils ont des arrière-grands-parents algériens, on ne l'acceptera pas. Alors pensez-vous que l'Algérie a raison ou tort? Enfin, essayer de kidnapper une personne dans un pays étranger, sous parapluie de la diplomatie, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et aussi, pensez-vous peut-être que la France essaie son esprit de paternalisme, néocolonialisme en train de continuer à pousser? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport de force ou le respect de situer quelque part? Où ils ont tous les deux raison de soutenir leurs propres intérêts? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Au Bénin, les amis, il y a un truc très intéressant qui se passe. Le Bénin a officiellement invité 2 pays membres de l'AES, l'Alliance d'États du Sahel. 2 pays membres participaient au défilé du 1er août célébrant 65 ans d'indépendance. 2 pays membres, pas beaucoup, seulement 2 pays. 2 pays, c'est qui? C'est le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ou le Burkina Faso et le Mali. On ne sait pas, point d'interrogation. 5e anniversaire, évidemment. Cette invitation intervient dans un contexte où les relations entre le Bénin et les pays de l'AES ont été tendues depuis le coup d'État au Niger en 2023. L'invitation marque une tentative de rétablir les liens diplomatiques, même limités. Donc le président du Bénin essaie de rétablir la connexion, qui a été coupée pour des raisons complètement absurdes. Vous savez, quelquefois vous faites des erreurs. Moi je pense que faire les erreurs, c'est pas un problème. Le problème c'est comment vous rectifiez les erreurs. Là c'est plus important. Okay, déjà, inviter 2 pays de l'AES pour faire partie de cette histoire est une très bonne chose. Il y a l'enjeu sécuritaire régional. Donc malgré les tensions politiques, le Bénin fait face à des menaces terroristes au nord du pays. C'est une évidence, personne ne va s'en échapper. Et la coopération avec les États du Sahel est envisagée comme un élément vital à la stabilité de la région. C'est important d'avoir des bonnes collaborations avec le voisin. C'est important pour sa sécurité. Même si le Bénin reste aligné avec la CEDEAO, cette démarche montre une volonté de dialogue pragmatique avec le régime en place pour faire mieux dans des enjeux communs comme le terrorisme. Mais moi j'ai un problème ici. Le problème c'est qu'on a invité 2 pays de l'AES. Comment 2 pays de l'AES? C'est difficile. Si vous invitez 2 pays de... C'est quel pays qui banque? 3e pays qu'on ne veut pas qu'ils viennent là, c'est lequel? Est-ce que vous pensez que l'AES va partir et laisser le 3e pays? En tout cas, les responsables diplomatiques de l'AES avaient signé un contrat disant dans tout ce qui concerne l'AES, ils seront tous ensemble pour éviter la division. Okay? Ils seront tous ensemble. S'il y a une négociation avec les CEDEAO, ils doivent être tous représentés. Pas de négociations directes avec un seul pays. C'est 3 pays à la fois. Et puis quand vous invitez 2, vous laissez un. Ça crée un problème. Ça crée la séparation, diviser pour régner ou quoi. Enfin, c'est ce que les gens négatifs diraient à l'égard de cette proposition. Ce n'est pas de l'intérêt du bon peuple béninois que je connais.
Je sais que ce n'est pas le peuple béninois qui fait cette décision, c'est l'autorité. Mais vous êtes à 3, on invite 2. Est-ce que vous allez partir? Vous êtes 3 filles, 3 amis, on invite 2. C'est très difficile. C'est très difficile. L'idée est bonne. Chercher à recueillir tout le monde, chercher à retrouver la paix, c'est une très bonne idée, mais inviter 2 personnes sur 3, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Le président Trump menace. Il menace très dur, écoutez. Nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars dans cette guerre avec la Russie et l'Ukraine. J'aimerais qu'elle prenne fin. Ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous aurions conclu un accord il y a 2 mois. Mais il semble que nous n'y parvenions pas. C'est pourquoi nous allons appliquer de nouveaux droits de douane si nous ne parvenons pas à un accord dans 50 jours. C'est très simple et ils seront de 100%. Dans la vie, il faut avoir un ego. Il faut avoir un ego, c'est très important. Avoir un ego n'est pas toujours mauvais. Okay? Il faut avoir un ego en tant qu'homme pour protéger sa famille, pour prendre soin de siens. C'est très important d'avoir un ego parce que l'ego vous permet de ne pas vous laisser piétiner. C'est très important. Dans la vie, il faut faire attention de ne pas avoir un ego surdimensionné. Parce que quand son ego est surdimensionné, on ne mesure plus les dangers. On commence à avoir l'impression en tant que chat d'être tigre et de vouloir faire face au chien. Le chien berger allemand ou le bulldog. Vous êtes chat, vous regardez dans une glace, vous vous percevez en tigre et vous voulez faire face au chien, bulldog ou berger allemand. C'est très dangereux. Le président Trump vient de dire ouvertement qu'il menace la Russie. 10 jours pour trouver de solution, sinon c'est la pagaille. En fait, précédemment, il disait 50 jours. Je vous donne 50 jours pour trouver un deal. Car il aime parler de deal. 50 jours pour signer un deal. Maintenant, ça ne sera plus 50 jours. Ça ne sert plus à rien. D'attendre 50 jours, c'est passer le temps inutilement. C'est 10 jours ou rien. J'ai fixé une nouvelle date limite d'environ 10 ou 12 jours à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison d'attendre. Monsieur Trump s'adresse à Monsieur Vladimir Poutine. Ceci évidemment arrive après que Trump eut fait quelques voyages en Europe et eu quelques discussions avec les leaders européens. C'est-à-dire Monsieur Trump. On se rappelle un tout petit peu ici. Il y a quelques temps avant d'arriver au pouvoir, disait Joe Biden était le président le plus ridicule du monde de vouloir continuer cette guerre en risquant une 3e guerre mondiale qui pèterait tout le monde. Si moi, Trump, j'étais président, jamais on ne serait arrivé. Aujourd'hui, c'est le même Trump qui parle. Un Trump qui, au départ, parlait de manière très poussante à l'égard de Zelensky, disant que Zelensky était un charlatan qui se fait beaucoup d'argent à chaque fois qu'il voyage aux États-Unis d'Amérique et gagne la sympathie des démocrates. Avec moi, ça ne se passera plus. Le même Trump qui a arrêté d'envoyer les armes à Zelensky, aujourd'hui dit, Monsieur Poutine, je vous donne 10 jours. Après 10 jours, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous en subirez les conséquences. Le président américain Trump a fixé lundi un nouveau délai de 10 à subir les conséquences. C'est comme si tu parlais à ton petit là. Petit, si tu essaies, tu vas subir les conséquences. Si tu fuis les classes, tu vas subir les conséquences. C'est comme ça qu'on parle à un président? Je sais pas, dites-moi. Cette déclaration souligne une frustration croissante de la part de Trump. Normal. Avant l'arrivée de Trump, il a promis en 3 jours, il finirait la guerre, n'est-ce pas? Deuxièmement, Trump, c'est quelqu'un d'égocentrique. C'est quelqu'un de mégalomane. C'est une personne qui veut à chaque fois soutenir ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand j'ai promis quelque chose en tant que Trump, je dois réaliser. Il a promis de finir la guerre en 3 jours. Arrivé au pouvoir, ça fait plus de 3 jours. Affirmer pouvoir mettre fin à cette guerre Ukraine et Russie en 24 heures. Oui. Comment? Je connais bien Zelensky parce qu'il a été honorable lors du faux appel téléphonique, la première mascarade de destitution. Ils ont dit que je lui avais passé un coup de fil et que j'avais été très menaçant. Ce n'était pas le cas. En réalité, j'ai été très aimable. Je l'ai félicité pour sa victoire. Mais quand ils lui ont demandé « Vous êtes-vous senti menacé ?» il ne savait même pas de quoi il parlait. Il a été très honorable. Il aurait pu faire du cinéma, dire « Oui, je me suis senti menacé, je me suis senti menacé. » Il ne l'a pas fait. Et comme vous le savez, je m'entends très bien avec Poutine. Je dirais à Poutine, tu dois trouver un accord. Je dirais à Zelensky, tu dois trouver un accord. Je dirais à l'un, tu vas te remplir les poches d'argent. Je dirais à l'autre, tu n'auras pas d'argent. J'obtiendrai un accord en 24 heures. Maintenant, ça n'aurait jamais dû arriver. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts en ce moment. Des centaines de milliers. Des villes sont complètement anéanties. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les villes après les roquettes. Aucun bâtiment ne tient encore debout. Ça ressemble juste à une zone de démolition. C'est tellement horrible. Triste. Et vous savez, ensuite ils diront, 2 personnes ont été blessées. Non, des centaines et des milliers de personnes ont été tuées. Vous allez découvrir, quand tout cela sera terminé, que le nombre de morts est bien plus élevé que ce qu'on vous dit. Ils ne vous disent pas la vérité. Des milliers, des centaines de milliers de personnes meurent. Ces villes sont en train d'être anéanties. Et en gros, ils disent,
Quelle est votre position? Êtes-vous pour la Russie ou pour... Je suis pour une chose très simple. Je veux empêcher les gens de se faire tuer et je ferai cesser... Alors, il y a une frustration croissante. Pourquoi? Parce que il espérait avoir une petite discussion avec Poutine et ça se finirait très rapidement. Mais M. Poutine a des demandes qu'il faudrait rencontrer avant de finir la guerre. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas un monsieur là comme arrêtez la guerre, arrêtez là-bas, fini. C'est pas comme dans des pays africains, les Rwandais, les Congolais, venez ici, signez le deal là à 3, on va partager nous 3. Fini, ok chef, ok. Non, ça c'est Vladimir Poutine. Alors monsieur Trump est frustré par rapport à ça. Les menaces de Trump. Trump a menacé des sanctions tant contre la Russie que contre les acheteurs des exportations, à moins qu'un progrès tangible soit réalisé. Ce qu'il essaie de dire là, c'est quoi? Je vais sanctionner dans 10 jours, je sanctionne et la Russie et ceux qui achètent de la Russie. Donc on est en train de cibler des grands pays ici. On parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle de beaucoup de pays qui sont assez puissants. Si vous achetez des produits russes, vous serez aussi sanctionné. On va voir ça tout de suite. L'ancien président Medvedev a réagi. Entre eux, ils jouent au good cop, bad cop. Un bon policier, mauvais policier. Poutine étant le bon policier, Medvedev, il freine pas, il dit ce qu'il a à dire. Il a rappelé 2 choses à M. Trump. La Russie est ni l'Israël, ni l'Iran. Ce n'est pas donc à vous, M. Trump, du haut de votre Maison Blanche, de nous donner des ordres. On n'a rien à écouter de vous, rien du tout. Il continue en disant que le nouvel ultimatum constitue une menace directe et une escalade vers un conflit avec les États-Unis. Chaque ultimatum, parce que bon, c'est le genre de Trump, hein. Faites ça, sinon je veux punir. Ok, arrangez avec les Blancs en Afrique du Sud, sinon vous vivrez les sanctions. Arrêtez les génocides des Blancs, sinon vous allez être décapité. C'est comme ça, généralement. Mais Medvedev dit, chaque ultimatum que vous... Donc vos menaces là, chaque fois que vous menacez, vous êtes en train de nous pousser 1 centimètre vers la 3e guerre mondiale. Et c'est exactement ce que vous ne vouliez pas, pendant que Joe Biden était au pouvoir. Ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Là, il parle de Sleepy Joe. Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe dormant. Joe somnolent. Somnolent Joe. Voilà comment Trump s'adressait à Joe Biden à l'époque, disant le somnolent Joe. Pourquoi? Parce que Joe Biden est âgé et il a perdu, en tout cas, une grande partie de ses capacités intellectuelles et mentales. Et voilà, il paraissait comme quelqu'un qui se couchait ou qui dormait. Il appelait Joe Biden Sleepy Joe. Et maintenant, Medvedev lui rappelle, ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Parce qu'à l'époque, Trump disait à chaque fois qu'on venait très près de la guerre, la 3e guerre mondiale, il disait, c'est à cause de Sleepy Joe, nous sommes là. Si moi j'étais là, il n'y aurait pas de guerre contre la Russie. Et là, Medvedev lui rappelle, ne suivez pas la voie de Sleepy Joe, dont vous critiquiez avant d'être au pouvoir. Lors de sa campagne électorale l'an dernier, Trump a fortement critiqué la gestion de conflit ukrainien par Joe Biden, affirmant que la politique américaine avait rapproché le monde d'une 3e guerre mondiale. Donc, est-ce que M. Trump serait en train de partir à l'encontre de ses propres paroles? Le ministre russe d'Affaires étrangères, un homme très intelligent, Sergei Lavrov, il dit ouvertement et sans mâcher les mots: notre principale mission est de vaincre l'ennemi. Pour la première fois dans l'histoire, la Russie combat seule contre l'ensemble de l'Occident. Lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, nous avions des alliés. Aujourd'hui, nous n'en avons aucun sur le champ de bataille. Lavrov va insister sur le fait que la Russie ne renoncerait pas à ses revendications sécuritaires fondamentales. Notamment, donc, la Russie a des revendications sécuritaires. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont partis en guerre. Donc, M. Trump ne peut pas venir du jour au lendemain disant je vous donne 10 jours pour finir la guerre. Non, nous sommes partis en guerre pour des causes, pour des raisons bien précises. Si ces raisons ne sont pas examinées, la guerre ne finira pas. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Aucune nouvelle expansion de l'OTAN. Donc, comme promis dans le passé, pour ceux qui ne comprennent pas, avant, au départ, Berlin, que vous connaissez, en Allemagne, était divisé en 2. Une partie était occidentale, c'est-à-dire capitaliste, appartenant, gérée par les Européens, et une partie de l'Est était occupée par les Soviétiques. Donc, c'était communiste. Alors, on a fait une demande à l'Union soviétique à l'époque, disons ouvertement, s'il vous plaît, permettez à ce que Berlin soit libéré. On va casser le mur qui sépare Berlin à 2. En cela faisant, qu'est-ce qui va se passer? On vous promet que l'OTAN ne se rapprochera pas d'un seul centimètre vers l'Orient, donc vers l'Est. On vous promet, si Berlin devient une seule ville, nous n'avancerons pas vers l'Est. Donc, l'OTAN ne va pas influencer ou essayer d'influencer un seul centimètre vers l'Est. Les Russes trouvent que, avec le temps, cette histoire a complètement été balancée par la fenêtre. C'est-à-dire, regardez tous ces pays ici avant que Berlin ne soit libéré. Mais regardez la même carte plusieurs années plus tard. Tous ces pays ici, la Pologne, la Géorgie, tout ça, n'étaient pas dans l'OTAN. Maintenant, ils font partie de l'OTAN. Alors, les Russes, l'une des raisons de leur bataille, c'est que l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. Parce que ça représente un danger existentiel pour eux. Si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN et qu'il y avait une bombe nucléaire placée en Ukraine quelque part, il suffirait de 5 minutes de vol pour éclater Moscou pour de bon. Et pour eux, ça ne peut pas être toléré. Donc, numéro 1, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Numéro 2, aucune nouvelle expansion de l'OTAN. Il ne faut pas pousser l'OTAN vers l'Est, on n'en veut pas. Numéro 3, il a également déclaré que tout règlement de conflit devra reconnaître les nouvelles réalités territoriales.
C'est-à-dire, toutes les terres qui ont été gagnées par la Russie aujourd'hui ne seront plus attribuées à l'Ukraine, si vous voulez qu'on finisse la guerre. Donc, je répète, pas d'OTAN pour l'Ukraine. Secondo, pas d'expansion de l'OTAN. Tertio, les terres qui ont été prises par la Russie ne seront pas négociées. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de fin de guerre. Donc, il n'y a pas de M. Trump venant ici, forçant qui que ce soit de finir la guerre. Si ces trois choses ne sont pas respectées, nous vous rappelons que nous ne sommes ni Israël, ni l'Iran. Alors, en parlant d'un esprit menaçant, M. Lavrov va encore continuer en disant, c'est quelqu'un de très psychologique, il compare les États-Unis en disant, quand vous êtes un enfant et que vous jouez dans la cour, parfois un garçon plus âgé arrive et commence à intimider les petits. C'est-à-dire, c'est à peu près ça ce que l'Occident fait au reste du monde. Donc vous êtes à l'école, il y a le monsieur là qui se sent plus fort que tout le monde, qui vient intimider tout le monde. C'est ça que l'Occident fait. Et nous rejetons cela. Alors qu'est-ce que Trump pourrait faire? Trump pourrait imposer des sanctions primaires contre la Russie, c'est-à-dire des sanctions ciblées contre les banques, les entreprises énergétiques et l'industrie de défense russe. Ils peuvent encore geler les avoirs, bloquer les transactions bancaires, interdire l'exportation des technologies sensibles. Quels seraient les impacts de ces sanctions? Écoutez bien que la Russie soit déjà sous forte sanction depuis 2022, Trump pourrait viser de nouveaux secteurs, c'est-à-dire renforcer l'application des mesures existantes ou combler les lacunes, les trous où la Russie est en train de produire. On a sanctionné la Russie depuis un temps. Ils ont survécu à ça. Alors Trump pourrait chercher des moyens à travers lesquels bloquer les trous, colmater les endroits où les Russes se faisaient de l'argent. Ils peuvent faire ça. Numéro 2, Trump pourrait aussi instaurer des tarifs secondaires, c'est-à-dire contre les pays qui sont en train d'aider la Russie. Au fait, Trump est en train de proposer des tarifs punitif jusqu'à 100% sur les pays qui achètent de l'énergie russe, comme la Chine, l'Inde et certains pays africains. Donc les pays africains qui travaillent avec la Russie aujourd'hui pourraient être frappés à hauteur de 100% de tarifs. Okay, on parle de la Chine, l'Inde et plusieurs pays africains. Bon, comment cela se traduit? Ça veut dire, si vous exportez par exemple des choses aux États-Unis, parce que beaucoup de pays africains le font à travers AGOA qui permet à plusieurs pays africains en tout cas de revendre leurs histoires dans le marché américain sans avoir à payer les tarifs ou des taxes. On pourrait dans ces cas frapper ces pays à 100%, c'est-à-dire annuler carrément les bénéfices qu'ils ont à travers AGOA. Ceci ne se limite pas seulement chez les Africains, car il y aura aussi la Chine et l'Inde. Sont-ils prêts à jeter l'éponge? Alors, quel est le contexte du conflit jusque-là? La guerre en Ukraine a commencé évidemment en février 2022 avec l'invasion à grande échelle de la Russie. Les États-Unis sous Joe Biden ont imposé des sanctions massives sur les banques russes, exportations énergétiques, entreprises de défense et oligarques. Ils ont frappé espérant annuler tout ce que la Russie est en train de faire. Numéro 3, l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'OTAN ont soutenu militairement et financièrement l'Ukraine, espérant pouvoir pulvériser la Russie. Et numéro 4, la Russie a maintenu ses échanges avec la Chine et l'Inde et certains pays africains malgré son isolement croissant vis-à-vis de l'Occident. Jusque-là, c'est difficile. Bien que Trump ait repris les dialogues avec la Russie et plaidé pour des négociations directes entre Kiev et Moscou, Trump exprime, comme on le voit, évidemment, de plus en plus son impatience face à la lenteur des pourparlers. Il aurait bien voulu que tout le monde s'arrête, parce que c'est Trump qui parle. C'est le genre de personne. Quand moi je parle, vous arrêtez tout ce que vous faites. Voilà pourquoi Medvedev a dit, nous ne sommes ni Israël, ni l'Iran, à qui vous pouvez dire n'importe quoi. C'était pour dire, voilà pourquoi Poutine est en charge. Voilà pourquoi tu n'es pas le président. Je rappelle que Medvedev a aussi été président de la Russie à quelques reprises. Et là, Trump lui dit, ah voilà, Poutine mérite parce qu'il est plus calme, plus... Mais Medvedev, c'est un peu le genre de Trump. Il se cache pas, voilà, il ne se freine pas. Et ça, c'est très difficile. Voilà ce que c'est, les amis. Monsieur Vladimir Poutine a émis son ultimatum. Je sais pas si les Russes aiment ça du tout. Donc, c'était de 50 jours. Il avait d'abord commencé à 50 jours pour trouver la solution. Après avoir fait quelques voyages, discuté avec des autorités européennes, il dit, bon, ça sert à rien de faire 50 jours, 10 ou 12 jours. Si en 12 jours n'est pas de solution, en tout cas, vous allez en subir les conséquences. Quelles conséquences? En Afrique, on ne peut malheureusement pas parler de développement sans parler de comportement. Impossible. On ne parle pas de développement en Afrique sans parler de comportement. Parce que le comportement de l'Africain prime toujours sur son développement. Pour changer l'Afrique en soi, il faut d'abord changer l'homme. Ce n'est pas l'Afrique qu'il faut changer, ce n'est pas le système qu'il faut altérer, c'est l'homme qu'il faut changer. C'est l'homme africain dans sa mentalité souvent égoïste. Quand ils ont le pouvoir, voilà comment ils appellent ça, nous avons le pouvoir. Ce n'est jamais votre pouvoir, mais ils en font leur pouvoir. Où il y a le népotisme, l'égoïsme, le personnalisme, un moyen exquis de vol et de destruction. Donc, ils s'approprient le gouvernement et tout ce qu'il y a comme financement pour leur famille, leurs proches et tout le bazar. On ne peut jamais parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Regardez ici en Afrique du Sud, par exemple. Les gens étaient fâchés par rapport à quelque chose, je crois que c'était Zuma, tout ça. Zuma doit être libéré de la prison. Ils sont partis dans les centres commerciaux pour aller voler. Comportement, on doit parler de comportement. Et heureusement, dans certains cas, il y a des gens qui ont versé l'huile de cuisine. Ils ont versé l'huile de cuisine devant leur boutique pour pas que l'on... Regardez ici dans un pays, je pense que c'est en Afrique centrale, un pays enfin certains pays bref,
Un camion est venu, a connu un accident. Il y avait du pain à l'intérieur. Au lieu d'aller sauver d'abord le chauffeur qui brûlait, ils sont partis voler le pain d'abord. Il faut parler de comportement, on ne peut pas parler de développement. Le développement, c'est après. Sans comportement, zéro. Au fait, chez les Africains, quand quelqu'un a une opinion, son opinion est B, ton opinion est A, il faut commencer à l'insulter. C'est bizarre. On ne vous a jamais appris que vous pouvez rencontrer des gens avec lesquels vous ne partagez pas nécessairement certaines opinions, sans essentiellement commencer à vous insulter. N'est-ce pas possible de pouvoir... Bon, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec 70% de ce que vous dites, mais en tout cas, dans ce cas ici, je suis pas, voilà. On ne sait pas faire ça. Donc, quand une personne dit une seule chose, même s'il en a dit 700 pour lesquels vous avez été d'accord, s'il dit une seule chose pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous effacez l'ardoise de tout ce qu'il a raconté dans le passé qui vous a ébloui. C'est incroyable. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Regardez ça par exemple. Ça, c'est en Afrique du Sud. Ça, c'est en Ouganda. Ça, c'est en République démocratique du Congo. Ça, c'est au Gabon. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, chez les Bafoussame. Comment vous les Biamerounais. Cameroun. Hein. Ça, c'est au Kenya. Ça ne se limite pas en Afrique. Même aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est Détroit. Ça, c'est Détroit. Hein. Ce sont des choses que l'on voit en succession. Et c'est incroyable dans cette communauté. Eh bien, au Burkina Faso, on ne le fera plus. Regardez là. Au Burkina Faso, on est en train de faire un travail énorme. C'est-à-dire toutes les personnes qui jettent de la saleté devant leur maison seront pris en compte. Il y a des policiers et des services appropriés qui viennent devant votre maison pour vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites. Il y a des gens qui sont là pour vous poser la question qu'est-ce que vous faites. Débarrassez-nous de cette saleté. Moi, en tout cas, je remercie la brigade pour l'aide d'effort et l'aide déplacement. Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir de sortir voir tout le monde aller ramasser leur ordure devant la porte. C'est pour premièrement, c'est pour notre santé. Et je les remercie du fond du cœur. La mission de ce matin ici, là, c'était d'abord les sensibiliser et ensuite les imposer un environnement salubre. L'objectif ici, c'est de vous encourager à devenir propre. Et c'est ça, vous savez, généralement, il y a des communautés, si vous laissez les gens fonctionner, ils fonctionnent normalement. Il y a d'autres communautés, il faut suivre avec un bâton derrière. Ah oui, il faut suivre avec un bâton. Parce que vous pouvez commencer un système que chacun mette sa poubelle devant ou dans un coin. On va commencer très bien le premier jour, le second, le troisième, le quatrième. Ensuite, à un moment donné, un monsieur va décider, je suis trop fatigué, je me suis endormi en retard. Et ça y est, c'est bon. Il bousille tout ce qui a été planifié pour tout le monde parce que lui, il a dormi en retard. Pour ses propres causes. Alors, il est essentiel que de temps en temps, on chicote un peu. Alors, voilà ce qu'on a compris. Et certains présidents en Afrique comprennent qu'on ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Et parmi eux, il y a M. Ibrahim Traoré. Il y a aussi le monsieur rwandais, le président Kagame. Au Rwanda, une fois par mois, je crois, le dernier vendredi du mois, toutes les personnes qui vivent au Rwanda sortent, si je ne me trompe pas, vont nettoyer les rues. Ok, ils s'assurent dans leur avenue, ils s'assurent qu'il y ait propreté. Tout ce qu'il y a comme saleté, tout ce qu'il y a comme caniveau, qu'il y a comme engouement, engorgement, il faut nettoyer, il faut débloquer. Et qu'est-ce que cela promeut? Cela promeut un esprit communautaire. C'est-à-dire, vous commencez à parler à vos voisins. Comme je sais, généralement chez vous, quand il y a un voisin, vous voulez que le voisin commence à vous dire bonjour. S'il ne me dit pas bonjour, moi je ne le salue pas. Pas au Rwanda, hein, puisque vous serez obligé de travailler avec le voisin. Dans ce cas, vous êtes aussi obligé en tant qu'humain, je suppose bien éduqué, de dire bonjour au voisin. Et aussi, qu'y a-t-il comme avantage? L'avantage, c'est que tout le monde dans l'avenue se connaît. S'il y a un étranger, on sait exactement qu'il y a un étranger. S'il y a une personne qui se cache, c'est évident, on sait qui il est. Ouais, donc c'est comme ça. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Et au fil de temps, à force de le taire mois après mois, qu'est-ce qui arrive? Les humains apprennent à se comporter d'une certaine façon, avec tenue et respect. Dans ce pays là-bas, on ne peut pas partir avec des plastic bags, tout ça, et jeter partout des cigarettes bases. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous partez dans certains pays, vous voyez des foufous devant la maison, des foutous, des têtes de poissons. Et puis c'est étonnant. Regardez quand il y a une inondation, il y a des têtes de poissons morts qui sortent, il y a des trucs bizarres, il y a des toilettes qui... ce n'est pas à cause du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a un rôle important à jouer. Mais l'individu, dans quelles conditions vivez-vous? Ce sont des choses qui soit vous apprenez de vos parents. Sinon, il faut que l'État se lève. Et au Burkina Faso, c'est évident. Ça ne rigole pas. Parce que M. Traoré a compris qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Il faut d'abord assurer que le comportement fonctionne. On parle à un tonneau vide ou à une personne qui comprenne. Donc, au Burkina Faso, désormais, vous faites des bêtises pareilles. On vous demande de nettoyer, pas seulement devant votre maison. On vous emmène aussi quelque part ailleurs pour aller nettoyer. En punition. Comme ça, prochainement, vous allez vous assurer que ce soit propre. À part ça, on en a parlé l'autre fois. Il y a un changement en ce qui concerne les infractions de route. 157 contrevenants ont été arrêtés. Ok, parce que voilà, ils ont franchi, comment vous appelez ça, sans regarder les feux rouges et tout le bazar. Ils ont été arrêtés. On leur a forcé des services communautaires. Pas de prison, pas de paiement. Oh non, je vais payer. Non, il faut aller travailler. Ils m'ont arrêté pour le feu.
d'avoir grillé le feu. Est-ce que tu l'as brûlé? Oui, je l'ai bien grillé. Ok, bravo Burkina Faso. Pigama Kofi, yeah. Bravo, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence. Il y avait Chinois, il y avait Belges, il y avait Australiens, il y avait tout le monde. Il y avait Burkinabé, tout le monde travaille. Mais dans certains pays, ici, il y a un complexe d'infériorité malade et une folie naturelle. On dira, bon, écoutez, les Blancs, vous voyez, après tout, ce sont des Blancs et tout ça. Ils vont payer un petit rien et puis on va sauver les Blancs et laisser les Noirs. C'est ça. Il y a des pays africains qui évoluent et qui avancent. Et d'autres Africains qui sont encore au Moyen-Âge. Vous ne pouvez pas vivre avec. Ce sont des animaux. Je suis désolé. Il y a des gens qui sont encore des animaux. Ils doivent vraiment fournir beaucoup d'efforts pour se rattraper. L'objectif ici est simple, c'est de décourager le comportement dangereux et améliorer l'assainissement. Donc, on tue deux oiseaux en même temps. On décourage le comportement, le mauvais comportement, et on assainit la nation. Bravo à M. Ibrahim Traoré. Il y a aussi la population volontaire en train de boucher des nids de poules. Les nids de poules, c'est simplement les trous que vous voyez dans les rues. Ok, faut pas aller chercher là. C'est pas la poule, ce n'est pas le nid. Nid de poule ou pothole en anglais, ce sont des trous dans les rues. Ok, il y a des gens qui sont volontaires. Et on a compris, on peut pas gagner de l'argent dans tout. Quelquefois, il faut être volontaire pour la nation. Mais il faut avoir une nation. Dans la nation, il n'y a pas de tribalisme. Dans la nation, il n'y a pas d'ethnicisme. Dans la nation, il n'y a pas de sélectionnisme. C'est ça une nation. Quand vous êtes encore dans le tribalisme, vous n'êtes pas une nation, vous êtes des villageois qui se sont mis ensemble. Continuons. Au Burkina Faso, les gens, les incarcérés seront maintenant en train de travailler dans l'agriculture. Bravo. Et pour 1 mois de travail, vous recevez 3 mois de réduction de peine. Donc 1 mois de travail, 3 mois de réduction de peine. Je suis certain qu'on sélectionne attentivement les genres de personnes qui doivent bénéficier de cette histoire. Je suis certain qu'ils ne sont pas des grands brigands, des grands criminels tueurs et tout le bazar. Vous travaillez 1 mois, vous recevez 3 mois de réduction. La réintégration des humains dans la société. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, on ne veut pas laisser les prisonniers pétrir et mourir en prison. On veut vous réintégrer dans la société. Et c'est louable. Monsieur Traoré a 37 ans d'âge. Il faut vous le rappeler. Il n'a que 37 ans d'âge. C'est un jeune homme. Un jeune homme extraordinaire. Voilà pourquoi je vous dis les humains ne sont pas égaux. Excusez-moi. Les humains, certes, monsieur a ses défauts et ses défaillances. Mais les humains ne sont pas égaux. Ok? Tu peux avoir 57 ans, mais absolument, absurdement stupide, bête. A fait des écoles, doctorat en machin, mais absolument poltron dans la tête. Pendant qu'il y a une personne de 27 ans qui brille de toute sa nature. Voilà pourquoi il y a un seul Lumumba. Pour qu'il y ait un autre Lumumba, il faut au moins 120 ans. C'est ça. Ce sont des gens qui ne viennent pas comme ça et comme si. Vous tuez des gens pareils, vous serez dans une malédiction totale. Ce sont des choses qu'on ne peut pas. C'est une malédiction, ça c'est un envoyé de Dieu qu'on a tué. Voilà pourquoi les gens vivent dans des conditions dans lesquelles ils vivent. Comment vous pouvez tuer l'envoyé de Dieu? C'est incroyable. Aux États-Unis d'Amérique, les prisonniers sont aussi travailleurs. Les États-Unis d'Amérique ont un système de prison qui est mi-géré par l'État, mi-géré par les entreprises privées. Donc les entreprises privées gèrent des prisons. Donc il y a beaucoup de prisons. Et qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ils cherchent des contrats avec des grandes entreprises dans le marché pour faire travailler des prisonniers. Donc quel est l'objectif? L'objectif est simple. L'objectif, c'est parce que ces grandes entreprises ne veulent pas embaucher des citoyens normaux parce qu'avec eux, évidemment, il faudra dépenser de l'argent. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? On prend des prisonniers dans des prisons et on leur paye quand même 0,06 $ l'heure. Je sais que vous comprenez pas, mais voilà, c'est absolument rien du tout. À Oklahoma, par exemple, on paye 0,6 $ l'heure. Missouri, 0,5 $. Louisiane, 0,04 $. Colorado, 0,87 $. C'est-à-dire en fin du mois, pour la prison où on paye le plus, vous recevez 157 $ le mois en tant que prisonnier après avoir bossé, travaillé, charbonné. Pour la prison où on paye le moins, vous recevez 6 $ à la fin du mois. Imaginez-vous. Mais pendant ce temps, ces grandes entreprises se font de l'argent en vous faisant travailler pour des autres entreprises. Et c'est ça. En 2021, il y a eu ordre exécutif par Joe Biden visant à supprimer progressivement les contrats fédéraux avec les prisons privées. C'est-à-dire, il voulait que les prisons soient des prisons d'État, mais ce n'est pas arrivé. En fin de compte, quelles sont ces entreprises qui profitent? Vous connaissez certaines entreprises. Il y a par exemple Victoria's Secret, les sous-vêtements que vous portez. Là, ce sont des prisonniers qui souffrent pour faire ça. Il y a Starbucks pour le café que vous boyez. Il y a Walmart, Whole Foods, AT&T. Oui, ils embauchent des prisonniers pour travailler. Il y a Microsoft. Il y a aussi Boeing. Donc, c'est un pays très intéressant. Et je vous rappelle que la grande majorité des prisonniers aux États-Unis sont noirs. Ah, ce sont des noirs qui sont prisonniers aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, ce sont les noirs. Que la population noire aux États-Unis, c'est à peine 13%. Mais là, sur 10 prisonniers, 4 sont noirs aux États-Unis d'Amérique. L'objectif là-bas, d'ailleurs, ces grandes entreprises sont accusées de perpétuer ce système. Ils veulent plus de prisonniers en prison. L'objectif, c'est pas de libérer les prisonniers ou les réintégrer. L'objectif, c'est de générer de l'argent et on a besoin. Voilà pourquoi vous pensez pourquoi on arrête trop des gens dans les rues, les noirs surtout. C'est l'esclavage qui a changé des formes carrément. Au Burkina Faso, on vous offre une opportunité. Vous travaillez pendant 1 mois pour minus 3 mois. 1 mois, moins 3 mois. Félicitations. Pas seulement à M. Traoré, à tous les Burkinabés qui sont engagés. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Quand on vous laisse, vous commencez à vous comporter comme des animaux. C'est ça.
aucun respect. En fait, quand on applique une vraie démocratie en Afrique, qu'est-ce qui se passerait? Les gens prendraient de la merde et vont jeter ça au visage du président. Au nom de la démocratie. Liberté d'expression. C'est ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi il faut vous serrer jusqu'à un certain point. C'est ça. C'est pas pour dire que tout ce qu'il y a comme président est correct. C'est pour dire qu'à un certain moment, il faudrait ajuster les choses. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.